Pour la première fois de son histoire, la République centrafricaine a accueilli l'Ocopus, un événement d'envergure continentale qui a réuni des ministres des Finances africains, des investisseurs ainsi que des dirigeants des institutions de Bretton Woods. Cette reconnaissance diplomatique et économique a marqué un tournant décisif et stratégique pour le pays qui entend mettre en avant sa vision du développement axée sur des infrastructures résilientes et une gestion durable de ses ressources naturelles. Pour dresser le bilan de cet événement inédit pour la sous-région, nous recevons Monsieur le ministre du Budget, des Finances et du Budget de la République centrafricaine, Monsieur Erwin Numba. Monsieur le ministre, bienvenue sur Africa 24 Merci, et Caucus TV. merci beaucoup. Hem, Monsieur le ministre, vous étiez le président de ce grand dialogue continental qui a mobilisé près de 500 délégués autour des infrastructures résilientes, du capital humain et de l'énergie verte. Comment l'organisation de cet événement s'inscrit-elle dans la stratégie globale d'attractivité économique de la RCA? je vous remercie de me donner l'opportunité de faire, le point sur, cet événement important que nous avons accueilli à Bangui. Cela fait 3 jours puisque nous avons commencé par une journée, dédiée au secteur privé et ces 2 derniers jours, nous avons, entamé les réunions donc du, caucus africain 2025. Il était important pour la République centrafricaine, d'accueillir cet événement, continental, le 1er, de son histoire comme vous l'avez, indiqué tout à l'heure. Pour la simple raison que premièrement, nous subissons, malheureusement le déficit d'informations, qualitatives et quantitatives sur la République centrafricaine. Évidemment, la plupart des médias, qui parlent de notre pays sans vraiment savoir, ce qui s'y passe, réellement et donc pour nous, de recevoir ici à Bangui les 55 pays, donc 54 pays continentaux membres, du groupe africain, du FMI, de la Banque mondiale, plus Haïti, qui est un pays observateur, donc 55 pays au total. C'était pour nous le moyen, le plus, éloquent de pouvoir convaincre l'ensemble des participants et des délégations, des gouverneurs, que la République centrafricaine se porte bien, est debout, sort, il est vrai, de plusieurs décennies de crise, nous le savons, mais, cette page est derrière elle, puisqu'elle est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire, l'histoire du développement. Et cette histoire du développement, eh bien, elle est en train de la construire avec son leader éclairé, le professeur Faustin Archange-Touadéra, qui est président de la République. Au sortir de ces travaux, une déclaration a été adoptée, la déclaration de Bangui. Quels en sont, selon vous, les points saillants ou les points structurants pour la défense des intérêts africains auprès des institutions de Bretton Woods? Et que signifie cette déclaration pour la République centrafricaine? Nous avons produit une déclaration avec, mes collègues, gouverneurs du FMI, du groupe de la Banque mondiale, dans laquelle nous disons très précisément, que, nous restons engagés sur l'ensemble des réformes économiques et financières que nous devons faire pour pouvoir augmenter nos capacités fiscales, mettre en place, des cadres, réglementaires qui soient favorables, au doing business, à l'attractivité des investissements directs, étrangers et à mettre en œuvre toutes les mesures en réalité, qui nous permettrait d'augmenter la captation des recettes, et des ressources domestiques. Mais également, nous avons, quand bien même nous félicitons les institutions de Bretton Woods pour les différentes avancées que nous avons pu enregistrer, ces derniers mois, notamment, la reconstitution, de IDA 21, reconstitution historique à plus de 100 milliards de dollars, même si, du point de vue de la gouvernance, les lignes bougent parce que nous avons, maintenant une troisième chaise au conseil d'administration du Fonds monétaire international. Donc quand bien même nous avons remercié et encouragé, le Fonds monétaire international et le groupe de la Banque mondiale pour toutes ces avancées, nous avons quand même, dit de façon très précise et très spécifique que les besoins étaient encore extrêmement importants. La question de la dette n'est toujours pas, réglée. Il y a l'architecture financière, mondiale qui est en train d'être restructurée. Dans tous ces sujets-là, nous devons impérativement intégrer la voix de l'Afrique avec une représentativité beaucoup plus importante des Africains à ces instances, financières, internationales, aux postes de décision ou dans les différents organes, de décision. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Nous leur avons également, demandé, d'augmenter, l'allocation de ressources concessionnelles pour nos pays parce que la part la plus importante des pays fragiles se retrouve sur le continent africain, selon les statistiques que nous avons et donc il est clair que ces investissements, ces financements concessionnels sont importants, nécessaires
pour nous permettre d'investir dans les infrastructures socio-économiques qui sont essentielles si on veut évidemment améliorer le bien-être de nos différentes populations. Donc voilà un petit peu ce que nous avons dit, et beaucoup d'autres choses encore, mais ce sont des éléments clés qui sont totalement alignés sur les besoins de la République centrafricaine, tout en, mettant l'accent également évidemment sur les infrastructures résilientes dans lesquelles nous devons faire des investissements importants pour réduire ce gap qui est aussi entre 130 et 170 milliards de dollars tous les ans. Nous devons impérativement trouver des solutions pour pouvoir combler ce déficit de financement parce que à l'heure actuelle, nous ne recevons qu'environ 40 milliards de dollars de financement. Donc, ces points sont importants si nous voulons aller de l'avant sur notamment la réduction de la fracture énergétique que nous avons dans nos pays, si nous voulons également améliorer et fluidifier la libre circulation des personnes et des biens. Cela passe également par des infrastructures multimodales de transport extrêmement soutenues, importantes, qui maillent l'ensemble du continent. Donc voilà un petit peu un résumé, j'ai essayé de faire court, de tout ce que nous avons discuté et qui transparaît très bien dans la déclaration de Bangui. Durant ce caucus à Bangui, vous l'avez indiqué, plusieurs partenaires multilatéraux ont été présents. On parle de la Banque mondiale, du FMI, de la Banque africaine de développement et bien d'autres partenaires techniques et financiers. Quelles sont les bonnes nouvelles qui ressortent de cette assise en matière de mémorandum d'entente ou de financement du plan national du développement du pays? Est-ce qu'il s'agit de promesses fermes ou d'opportunités encore à formaliser? Alors, ce qui se passe, c'est que nous avons utilisé cette plateforme, effectivement pour pouvoir, faire le marketing, je dirais, de notre plan national de développement 2024-2028. Mais le président de la République a signalé que la table ronde sur ce PND 2024-2028 se tiendra dans les tout prochains mois à Casablanca au Maroc et ça c'est un partenariat fort que nous avons avec le Royaume du Maroc que je voudrais remercier au passage. Donc les engagements que nous avons eus pour le moment, ce sont des engagements de l'ensemble des bailleurs de participer effectivement à cette table ronde, mais je pense que les annonces, ils les feront quand ils seront sur place à Casablanca. On attendra le moment pour avoir un peu plus d'informations. Le plan d'investissement élaboré par la RCA vise une enveloppe globale d'un peu plus de 3 000 milliards de francs CFA et échelonnée sur 5 ans avec des priorités dans les transports, vous l'avez indiqué tout à l'heure, l'énergie et d'autres secteurs productifs. Comment garantir la viabilité d'un tel plan au sortir de cet événement inédit pour la sous-région? Écoutez, nous avons effectivement, dans le cadre de notre PND 2024-2028, alloué sur les 3 000 milliards de francs CFA que vous annoncez, environ les deux tiers, en réalité, vont être alloués à des secteurs essentiellement productifs, l'énergie, les transports, etc. En réalité, lorsque nous sortons d'un événement comme celui-ci, nous devons, de notre côté, associer à ce PND un ensemble de réformes institutionnelles qui permettent justement de tirer vers le haut et de donner toutes les garanties que les fonds qui seront mobilisés seront effectivement absorbés parce que nous avons dans nos pays et en République centrafricaine également une problématique importante que nous sommes en train d'adresser qui est celle de la capacité d'absorption des différents financements qui sont mis à disposition. Cela pointe du bout du doigt les capacités humaines sur lesquelles nous sommes en train de travailler et d'ailleurs cela me donne l'opportunité d'indiquer ici que le gouvernement, sur les instructions du président de la République, a engagé un vaste plan d'intégration de fonctionnaires dans la fonction publique, de sorte à pouvoir s'étendre sur l'ensemble du territoire et notamment sur les secteurs tels que l'éducation. Eh bien, l'accent a été mis tant pour l'enseignement général que pour l'enseignement technique et professionnel pour nous permettre justement d'avoir les hommes en pleine capacité pour permettre de délivrer ces différents projets. Cette réponse me permet d'embrayer sur la question suivante, celle du capital humain, qui était un des piliers centraux du thème de cette édition. Quelles initiatives ou actions spécifiques la Centrafrique prévoit-elle de mettre en œuvre pour renforcer son capital humain à travers l'éducation, notamment sur les questions d'intelligence artificielle? Écoutez, ce que nous avons fait dans le cadre de ce caucus africain qui est,
une session un peu inédite d'ailleurs, parce que nous avons invité une, figure, montante emblématique de l'intelligence artificielle, Kate Callow, qui est venue nous démystifier le concept de l'intelligence artificielle et de nous dire comment est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui pouvait être intégrée dans nos différents programmes et projets, multisectoriels et dont notamment également l'éducation. Nous avons appris énormément et à l'échelle de la République centrafricaine, nous pensons que nous pouvons, combler les déficits infrastructurels que nous avons grâce justement à la digitalisation et à l'intelligence artificielle. Il s'agit, tout simplement de pouvoir rendre l'information, accessible, la formation accessible à nos jeunes, je et particulièrement à nos jeunes filles parce que, pour nous, il est important justement que les femmes soient, au 1er plan sur l'ensemble de ces réformes et donc du point de vue infrastructurel, cela nous permettrait de gagner du temps, aujourd'hui donc faire, de l'enseignement en ligne et cetera. Donc cela fait partie véritablement des stratégies que le gouvernement est en train de mettre en place. Également, un élément qui est important, qui ne le paraît pas toujours, c'est l'accès à la formation, à l'éducation en langue nationale et donc là-dessus, nous avons réussi à obtenir, l'approbation de l'UNICEF sur des curricula que nous avons, donc pu constituer, en langue nationale qui est le Sango, ce qui permet, effectivement d'éviter pour, certaines de nos populations, pour lesquelles le français, par exemple, que l'on utilise et qui est la deuxième langue nationale du pays, n'est peut-être pas d'un assez bon niveau, de ne pas attendre justement que la pratique de la langue, la connaissance, la maîtrise de la langue soit améliorée avant de pouvoir commencer à apprendre des sujets comme les mathématiques, les sciences et cetera. Donc, il est clair que pour nous, ça c'est un accélérateur, parce que, on peut se rendre compte à ce moment-là de l'intelligence, de nos jeunes, qui, parfois ont été, marginalisés, au motif de ce qu'ils, n'étaient pas performants, en classe. Parlons à présent des perspectives d'avenir, l'après-caucus. Dans les 5 prochaines années à venir, quelles sont les prochaines étapes que vous envisagez dans le suivi des retombées du caucus 2025 à Bangui? Écoutez, déjà en octobre prochain, on sera à Washington pour, les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale. À cette occasion-là, nous remettrons, le mémorandum et pendant, que nous ferons la remise de ce mémorandum au, président du groupe de la Banque mondiale et à la directrice générale du Fonds monétaire international, eh bien, je passerai le témoin, au pays suivant qui était d'ailleurs, ici représenté par son ministre, des Finances, c'est la Gambie, et c'est la Gambie qui fera évidemment le suivi puisqu'une réponse est attendue de la part donc de ces 2 hauts dirigeants, de ces institutions de Bretton Woods et ils doivent pouvoir nous répondre de façon, extrêmement claire, sur, les questions, les urgences, que nous leur avons mentionnées et s'agissant d'un document qui parle d'une seule voix, évidemment que, ces éléments seront pris en considération. J'ai, moi-même, en prenant fonction en octobre 2024, reçu, la correspondance, donc des requêtes que nous avions formulées, en 2024, en juillet 2024 à Abuja, je me rappelle et donc le travail continue et d'ailleurs, vous faites bien de soulever cette question parce que un des éléments que j'ai souligné, dans mon propos, de bienvenue à l'ouverture à la cérémonie d'ouverture de ces réunions, c'était qu'il nous fallait impérativement avoir un secrétariat. Parce que, cet organe est exceptionnel. Nous avons l'opportunité d'avoir tous les ministres des Finances, de l'Économie, de la Planification et tous les gouverneurs des banques centrales du continent et nous n'avons pas de secrétariat. Cette organisation a 62 ans et nous n'avons pas de secrétariat. Donc j'ai fait un plaidoyer, pour que justement un secrétariat soit mis en place, de sorte à ce que le suivi, de tous ces travaux, mais également la préparation, des réunions suivantes, y compris également la participation, du caucus africain sur différentes plateformes internationales que nous avons, le sommet du G20, le G7, l'Union africaine et cetera, eh bien que nous puissions avoir une place pour pouvoir, parler d'une seule voix parce que c'est ça l'élément central et le point fort, de cette organisation, parler d'une seule voix de nos problématiques et de nos propositions de solutions. Et d'ailleurs pour finir, j'ai,
demandé, j'ai émis le vœu, que notre, déclaration soit adoptée par l'Union africaine et le président de la République, son excellent professeur Faustin Archange Touadéra l'a bien entendu. J'aurai des échanges avec lui, ultérieurement, pour pouvoir voir dans quelle mesure est-ce que, notre déclaration pourrait être transmise à l'Union africaine pour que, cette requête soit, analysée. Monsieur le ministre des Finances et du Budget de la République centrafricaine, Monsieur Hervé Ndomba, et président du caucus africain 2025, merci d'avoir répondu aux questions de l'Africain Caucus TV et d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Merci d'avoir suivi cette édition de l'interview. Retrouvons-nous très prochainement pour une nouvelle édition, mais d'ici là, restez sur africa24tv.com et sur Africa 24, l'application Mais Africa 24.